Il ne fait aujourd'hui plus aucun doute que la postlogie Star Wars, composée de Star Wars 7, 8 et 9, est un immense raté. Sur cette chaîne d'ailleurs, nous avons très souvent démonté avec passion tous ces films. Car comme beaucoup d'entre vous, nous avons été totalement perdus et nous avons perdu tout espoir en l'avenir de Star Wars avec les derniers Jedi. Dans cette émission, nous allons vous expliquer pourquoi The Mandalorian nous a redonné espoir en l'avenir de Star Wars et n'a fait que confirmer le fait que la postlogie est un immense raté. Bienvenue dans le diagnostic. Et bien bonjour à tous, chers auditeurs, chers habitants du SV Universe. Si vous n'êtes pas encore habitant du SV Universe, c'est très simple, il suffit de s'abonner. Je suis Stein et je suis avec Vega. Salut Vega, comment vas-tu ? Yo Stein, yo les Mando. Ouais, les Mando pour cette émission. Le diagnostic du coup, nouvelle émission qui est majoritairement audio mais illustrée par des extraits de la série The Mandalorian. On va revenir sur cette série dispo sur Disney+, The Mandalorian. Avant tout, on va commencer par un petit rappel de l'univers. Donc en gros, ça se déroule après Star Wars 6 et avant Star Wars 7, après la chute de l'Empire, avant la postlogie. La puissance de l'Empire diminue dans toute la galaxie et les planètes reprennent peu à peu l'indépendance à divers endroits de la galaxie. La Nouvelle République est en place. Et ça, c'est le contexte global. Pour ce qui est de l'intrigue, Ouais. je vais te laisser la décrire, la définir. Ouais, pas pour appuyer sur ton argument, ouais, il y a des planètes qui commencent à reprendre leur indépendance, mais par contre on apprend qu'il y a des grosses planètes comme Mandalore qui sont toujours assiégées par l'Empire. Exactement. Et c'est important de mentionner Mandalore parce que ce sont les origines de notre fameux personnage. Donc oui, pour ce qui est de l'intrigue, on suit les aventures d'un chasseur de primes, mandalorien, qui vient d'un clan nommé la Tribu. Donc, qui s'appelle le Mandalorian, mais son vrai nom est Din Djarin. Voilà, je spoil directement. En fait, on nous apprend dans cette série plein de choses, telles que plein de choses sur les Mandalorians qu'on ignore, enfin qu'on ignore si on ne regarde pas les comics, à savoir que les Mandalorians ne sont pas une race, mais un credo, que Din Djarin était un orphelin à la base. Voilà, plein de choses intéressantes comme ça. Et c'est justement de ce thème-là, de ce postulat-là. Étant un orphelin, c'est comme ça qu'il va se lier, en fait, on va dire, d'amitié au petit Baby Yoda, en fait, qu'il va protéger et qu'il va devoir ramener auprès des siens, tout simplement. C'est ça. Il y a vraiment ce côté, il y a une grande quête principale qui est de ramener l'enfant, ou Baby Yoda, suivant comment on l'appelle, auprès des siens ou des personnes qui connaissent sa race. Ça, c'est l'intrigue principale, c'est le grand fil rouge. C'est ça, qui connaissent la force et tout ça, parce qu'il faut pas oublier qu'on est dans un univers où le seul mec qui a utilisé la force ces dernières années, c'est Luke Skywalker. Voilà, avant, il n'y avait plus forcément d'autres avant. Donc c'est un peu, Jedi, voilà, c'est des mythes. Ouais, voilà, ça c'est un mythe. D'ailleurs, Ils sont devenus un mythe parce qu'ils les appellent les sorciers. En fait, les Mandalorians, ils connaissent même pas les Jedi. Enfin, ils les appellent les sorciers usant de pouvoirs mystiques. Alors que nous, c'est marrant parce que nous, étant des spectateurs, on se dit ouais, bah ils connaissent pas bien le truc. Enfin, c'est ça, en fait, on se dit, ils sont mal renseignés. Il y a pas mal d'années qui s'est écoulé. Entre, comme tu dis, la chute de l'Empire et il y a peut-être déjà au moins 10 ans, je crois. Enfin, 5-10 ans. Je sais plus, mais puis, je crois pas que ce soit précisé d'ailleurs, mais... Et puis même, quand bien même, lors de cette ancienne trilogie avec Luke Skywalker, Dark Vador, etc., il n'y avait plus de Jedi quasiment. Donc ça fait bien 40 ans qu'on n'a pas vu de Jedi depuis la prélogie, en fait, finalement. C'est depuis la prélogie, depuis la purge. Donc ça fait bien 30-40 ans qu'on n'a pas vu de Jedi. Exactement, et d'ailleurs il y a un tout petit livre Star Wars officiel qui fait un peu écho à ça, ça s'appelle il me semble Le Collectionneur, qui est en gros, on retrace un peu l'histoire après la chute de l'Empire des Jedi, et le mec cherche des réponses sur les Jedi parce qu'il est sensible à la force, et à chaque fois qu'il demande, on lui dit ouais, il y a un vieux mythe qui parle de gens qui peuvent utiliser des pouvoirs magiques et tout ça, on est vraiment dans ce contexte-là. Les Jedi n'existent plus dans cet univers. Enfin, ils existent, mais ils sont inconnus, c'est une science, un clan qui est totalement oublié. Et c'est ça qui est intéressant avec le Mandalorian, c'est que durant cette première saison, tu apprends des choses sur les Mandaloriens, sur la tribu. En tant que connaisseur de Star Wars, ce qui est bien, c'est que tu peux faire le parallèle et te dire ah tiens, la tribu, par rapport à leur credo, donc ils ne doivent pas retirer leur casque, ils doivent presque mourir au combat. Lorsque un Mandalorian trouve un orphelin, et ben il est considéré comme son père, il doit en prendre la responsabilité. Tu dis tiens, j'ai déjà vu ça quelque part en ayant vu Clone Wars. C'est clairement des héritiers des Death Watch. Donc les Death Watch, tu veux rappeler la définition ?
Non, vas-y, je te laisse le faire. Après, on s'attardera un petit peu plus sur les personnages Ah, mais distinctement. les Deathwatch, les Deathwatch, c'était tout simplement un grand clan de guerriers fanatiques qui ont régi la planète Mandalore durant des années, des décennies. Et eux-mêmes, les Deathwatch descendent des Mandalore en fait. Donc il y a eu plusieurs clans, hein. Et le premier clan du coup de la planète Mandalore était les Mandalore, et notamment le titre de Mandalore qui revenait à Terra Vizsla. Donc la maison, enfin les Vizsla qui sont un clan, enfin une famille très connue sur Mandalore, C'est parce que ça. Terra Vizsla a été le premier Mandalorian à rentrer au sein des Jedi. Et d'ailleurs, Exactement. c'est comme ça qu'il s'est forgé ce sabre laser noir en fait. Donc Qu'on le fameux retrouve sabre laser dans noir Clone Wars, Rebels et dans The et Mandalorian, du coup. Mandalorian de la saison 1. Donc quiconque détient ce sabre laser noir peut être considéré comme le digne chef de la planète Mandalore, en fait. Enfin le chef, le souverain de Mandalore. Voilà. Exactement. Et d'ailleurs, tout ça, tout ce qui est cette histoire de Mandalore et Jedi et tout ça, c'est ce qui se passe dans ce qu'on appelle maintenant la Haute République. Officiellement, ça a changé de nom, et c'est théoriquement le sujet des prochains films qui sortiront Star Wars. Théoriquement. Donc ça, on devrait avoir plus de précision après. On sent que Mandalorian a pris un impact infiniment plus grand que la post-logie, et que tout l'avenir de Star Wars est redirigé en se basant sur The Mandalorian, très clairement, il n'y a plus aucun doute. Je propose de passer au personnage. Exactement. Je vais commencer avec le personnage le plus rapide à décrire, l'enfant, Baby Yoda. Le plus rapide parce que concrètement, c'est une peluche Pixar qui est là pour faire vendre et faire plaisir Mais aux connaisseurs de la race de Yoda et tout ça, mais on n'en sait rien en fait. C'est un enfant, il a ouais, la mais force, et voilà. par contre, Baby Yoda, c'est le concept même euh, qui peut expliquer, enfin qui peut dire que voilà, aspect marketing et en même temps scénaristique peuvent cohabiter et fonctionner. En fait, tu peux faire Exactement. de la thune tout en faisant quelque chose de sensé et de bien écrit. Parce que ce petit personnage-là, il est attachant, même si on ne sait pas grand-chose sur lui. Il a ce côté voilà mystérieux parce qu'il est rattaché à la Force, au Jedi. Et toi, ça te permet de te tenir en fait en haleine, Exactement, d'être exactement. intrigué en fait par ce personnage. Et en même temps, il est super mignon, quoi. Je veux dire, je C'est pense ça, à titre de que comparaison, je suis sûr que Baby Yoda, la peluche ou les produits dérivés Baby Yoda se vendent infiniment plus que les peluches Porg de Star Wars 8. À titre de comparaison de petites créatures mignonnes. Parce je qu'il y en pense. a un qui a un background, son physique lui donne un background au final. Puis C'est c'est voilà. du génie, parce qu'à la base, comme je disais, l'espèce de Yoda qui était connu pour sa laideur, parce qu'on va pas dire que Yoda était C'est clair. reconnu et voilà, et admiré pour sa beauté. Non, le mec qui faisait 50 cm de haut, il avait des dents pourries et le teint vert, et il avait un aspect dépoussiéré, quoi, un aspect très très vieillot. Donc non, Ouais, ouais, c'est ça. Puis c'était un alors morphal, tu que, vois. Il aimait bien la bouffe et ouais, tout ça dans la trilogie originale. Dans la prélogie, beaucoup ouais, moins, mais ça reste un vieillard, quoi. Là, Baby Yoda, ça reste un mec incroyablement monstrueux au niveau de sa relation à la nourriture. Ça, vous le verrez dans la saison 2. Mais toujours. malgré tout, il est mignon, quoi. Tu peux pas lui en vouloir. Ouais, contrairement à son ancêtre. Ouais, c'est clair. Exactement. Là, et puis là, on va passer sur plutôt le personnage de Din Djarin, qui est le protagoniste. On va peut-être s'attarder un petit peu plus sur Din Djarin, le protagoniste de cette Exactement. série. Donc, Din Djarin, qui est à la base, comme je l'ai dit précédemment, un orphelin. C'est ce qui va faire qu'il va prendre parti pour Baby Yoda, enfin qu'il va le prendre sous son aile. On ne sait pas grand-chose, va finalement réellement de son passé, à part que il a été victime de la Grande Purge sur Mandalore. Donc, C'est ça, et relié ouais. plus ou moins à la guerre des clones aussi. Quand les séparatistes ont attaqué Mandalore. Bon, Et on sait que voilà, ses voilà. parents ont été tués par les droïdes et que ce sont les Mandalorians, les Deathwatch, qui lui ont sauvé la vie. Et donc, du coup, arrivé à l'âge adulte, normal, il a prêté allégeance à ses sauveurs. Exactement. Donc, on sait déjà ça de son véritable origin story. Après, quand on le retrouve dans la saison 1, on voit que c'est un pur chasseur de primes, membre de la guilde, donc sur la planète Nevarro, que c'est une légende, il est considéré comme le chasseur de primes le plus efficace au sein C'est de la ça, il y guilde. a un petit côté de John Wick au final. Il y a un Ouais, côté, genre, rien ouais, que son western. nom évoque la peur en fait. Il y a un petit côté western space opéra, Ah, comme ouais, carrément, carrément. vous avez vu. Et puis,
Puis il est assez froid au début. Enfin, c'est quelqu'un. Ouais, Moi, j'ai noté quelques trucs parce que je suis refait la saison 1 récemment. Voilà, il n'hésite pas à tuer, à faire un peu couler le sang, on va dire entre guillemets quoi. Et ça va changer par la suite. Au contact, quand il va rencontrer Baby Yoda, on sait pas pourquoi, il va s'apaiser, il va être. Déjà, ouais, il ne il va fera plus s'humaniser peu à chauffeur peu de au prime. final, hein. Ouais, c'est ça. Il était plus vraiment, ouais, humain, on va dire. Enfin, Mandalorian humain, c'est pareil. Enfin, c'est humain. Voilà. Et au final, quand il va abandonner sa quête de chasseur de primes, il va justement se mettre dans cette voie de protecteur, en fait, de protecteur héros, véritablement, Exactement, et pas chasseur exactement. de primes anti-héros. Et c'est ce qui le rend d'ailleurs très intéressant comme personnage, c'est qu'on parle quand même d'un personnage où on ne voit jamais, ou quasiment jamais son visage, C'est et ça qui est classe. son évolution, la façon de filmer tout ça, arrive malgré tout à te créer un lien d'empathie avec un mec qui a pas de visage littéralement. Et créer un lien d'empathie avec quelqu'un qui n'a pas de visage, c'est un gros problème au niveau du symbolisme émotionnel et tout ça. Donc là, ils sont très Ouais, bons mais sur ça, c'est vraiment une écriture du personnage qui est très bien faite, qui évolue peu à peu, qui parfois évolue pas beaucoup dans la saison 1. La saison 1 traîne un petit peu en longueur au niveau des personnages. ouh, on apprend des choses hein, sur Din Djarin, moi je trouve. Ouais, mais Plus dans la saison. Enfin, on les apprend tous d'un que coup en fait. ouais, genre, moi ce que je te disais justement, tu me disais oui, c'est vrai qu'on a du mal à s'attacher à quelqu'un qui n'a pas de faciès, dont tu ne vois pas les expressions de son visage, que tu ne vois pas. Et ben, Din Djarin c'est différent. Parce que, je vais pas te dire, il est pas non plus expressif dans les actes. Mais en fait, c'est plutôt la ferveur en fait, C'est du ça. fan de Star Wars envers les Mandalorians. On est tous inspirés par cet aspect, ce physique des Mandalorians avec leur casque, leur fameux casque avec la visière hantée un peu, voilà l'armure en pescar, la grosse armure en pescar, avec la cape, etc. C'est fascinant, quoi. C'est classe. On est émerveillé un peu par ce chara-design du personnage. Donc finalement, bah, le faciès, on s'en bat un peu les couilles parce qu'on sait très bien que les Mandalorians sont des personnages qui n'enlèvent jamais leur casque. Enfin, en tout cas les Death Watch. Et c'est ce qui Exactement. rend ce côté fascinant en fait, c'est justement ce credo en fait, ce respect du credo, un peu comme les assassins dans Assassin's Creed en fait. J'allais en Voilà, venir justement, je dis, il y a vraiment un côté assassin, l'équivalent des assassins, mais chez Star Wars, quoi. Au point ouais, d'utiliser des lames secrètes dans la saison 2 quand même. Donc, on est intrigué par ça. Et ce que je voulais te dire par rapport au personnage de Din Djarin, on sait qu'il aspire à une vie courante, enfin une vie de famille, qu'il veut se ouais. poser quelque part, probablement une compagne, des enfants, on le sait parce que lors de l'épisode 4 où il protège un groupe d'autochtones, enfin de personnes, des humains, mais Ouais, ouais, sur une planète sur les planètes, très ouais, très clairement. lointaine, il protège ces gens-là d'un TSTT, donc un marcheur impérial. Et, euh, et lorsqu'il a réussi sa mission, il est prêt à laisser l'enfant sur la planète. Parce que il se dit que l'enfant ne court plus aucun danger et qu'il est très bien parmi les enfants de cette planète, parmi ce clan qui est affectueux, qui va lui donner tout l'amour nécessaire. Et il s'éprend par contre d'une femme, d'une veuve du Oui. clan, qui lui dit ouais, elle aussi elle s'éprend de lui bien sûr. Et elle dit oui, vous ne voudriez pas rester, je pense que l'enfant aurait besoin de vous, et puis vous pourriez trouver une vie saine ici. Et l'espace d'un instant, Din Djarin il est prêt à se laisser enlever le casque. Il le fait pas, mais tu vois que le désir est là, le désir de 30 années de vie de chasseur de primes, à tuer des gens, à être seul, tu vois que ça prend fin. Qu'il a plus envie en fait, enfin, qu'il ne peut plus Exactement. être En fait, un solitaire. il veut trouver ceux dont on l'a privé jeune. Savoir une famille La normale, paix, ouais. quoi. C'est ça. Ouais, c'est ça. La paix, l'amour, enfin, l'amour famille, ouais, il aspire à ça, on le sait, par rapport à cet épisode-là. Et c'est pour ça que c'est bien écrit, parce que c'est montré, c'est pas dit, c'est montré. Il y a plein de choses comme ça qui te laissent penser que c'est quelqu'un qui ressent des choses, pas un vulgaire chasseur de primes qui tue comme il irait pisser, tu vois. Non, non, quelqu'un de bien intentionné qui ressent des choses. D'ailleurs, lorsqu'il va sauver Baby Yoda, je pense que c'est explicite cette scène où il Ah, regarde clairement, oui. l'espèce de levier, tu sais avec la boule que Baby Yoda avait d'habitude de toujours prendre. Il regarde ce levier, il dit putain merde, il manque quelque chose pour le vaisseau. Il manque quelqu'un. Euh, Et c'est comme ça qu'il part le sauver. non, Voilà, moi j'ai c'est trouvé ça. c'est une des grandes forces de cette série, c'est la relation Mando, enfin Din Djarin et Baby Yoda et l'enfant. C'est vraiment. Je le trouve super attachant le Ouais, Din ouais, Djarin. ouais. C'est vrai que comme Baby Yoda, hein, la relation est attachante, un père-fils, etc.
très attachant. Et c'est fort, hein, comme tu dis, d'avoir un personnage d'un aspect aussi froid, aussi pas froid, mais aussi je cherche le terme. Si c'est froid, mais je cherche un autre terme encore plus parlant. Un aspect aussi. Ça pourrait être repoussant, tu vois, ce chasseur de primes arriver. Tu te dis, putain, il est imposant, le gars. Oui, c'est ça, ouais, carrément. Et au final, Il est qu'ils inquiétant, deviennent ouais. aussi attachants. Ouais. Ouais, Voilà. je suis d'accord, ouais. Du coup, sur sa route, Mando, parce qu'on l'appelle Mando quand même assez souvent dans la série, va croiser d'autres personnages. Alors, on peut revenir vite fait sur Cara Dune, c'est ça? Cara Dune, ouais. Qui est une ancienne artilleuse Non, c'est une des ancienne rebelles. trooper de choc. C'est une ancienne Trooper, ouais, trooper de non, une choc. ancienne trooper de Euh, choc, mais qui est devenue artilleuse, il me semble, pour ouais, les rebelles. Et non, elle devient, non, après elle devient une sorte de chasseur de primes sur une planète de merde, pareil, enfin sur la planète où d'ailleurs il sauve la population autochtone, et par la suite elle devient marshal de Nevarro ouais, dans la ouais, saison. ouais. Personnage assez intéressant qui sert pas de ouf à grand chose quand même dans la première saison. Attachante, je trouve que Voilà, attachante, c'est plutôt ça. En fait, elle a pas un grand impact c'est- scénaristique. non, mais c'est la plus grande alliée, c'est la plus fidèle alliée de Mando dans cette saison-là. D'ailleurs, c'est la première personne qu'il va chercher Ouais, lorsqu'il a besoin d'aller se confronter à Moff Gideon et à l'Empire à la fin de la saison 1. Donc c'est quelqu'un en fait, quelqu'un déjà de badass. C'est vraiment un personnage féminin badass déjà dans la série. Non, et puis clairement. je dirais ouais, elle est attachante à sa façon, sa façon de, Ouais, ouais, elle c'est en impose. ça. Elle en C'est une femme qui en impose. impose C'est rien, cette mais c'est femme vraiment forte et ce tout de ça, ça plus. fait plaisir. Ouais, c'est ça, voilà, c'est la femme forte. Et Exactement. ce qui fait très plaisir, par contre, c'est que dans la saison 2, on va pas en revenir tout de suite, mais on commence à développer un background à ce personnage qui est carrément ultra intéressant. Un lien avec une planète Aldoran, pour ceux qui voient de quoi on parle. Ça, je pense que c'est un personnage qui va revenir très fréquemment dans la série et qui est pas loin de passer troisième membre de l'équipage de Mando, à mon avis. Ouais. Et j'allais dire sinon comme autre personnage de la saison, t'as Greef Karga aussi Ouais, qui est vu un peu comme en plus on sait que c'est un ancien magistrat et il était un peu le chef de la guilde. Enfin, c'est un peu celui qui distribue les contrats, c'est un peu ouais, c'est ça. C'est c'est avant tout Apollo Creed, quand même. un peu ouais, mais c'est un peu une sorte d'agent quoi, c'est un peu une sorte d'agent pour la guilde, enfin il distribue les contrats, etc. Et oui, Et c'est donc ça. au final en fait, il est plus quelconque par rapport à Din Djarin. Après ça va devenir même un opposant à Din Djarin dans la saison 1 parce Ouais, qu'il va vouloir récupérer l'enfant pour le compte de l'Empire, machin, il va plutôt être obligé en fait de récupérer l'enfant pour l'Empire. Donc ce qui va mener à une scène incroyable d'ailleurs, où ouais, carrément. quand les Mandalorians arrivent pour protéger l'un des leurs, tu vois vraiment cette solidarité. En fait, voilà, c'est incroyable. En plus, c'est une scène méga classe. En plus, tu sais que d'ailleurs, le gros Mandalorian avec qui Din Djarin se bat Oui, dans la saison 1, juste, oui, ouais. Paz Vizsla. Donc c'est encore une fois Ah, un c'est un descendant de la descendant, maison et Vizsla. ben. Ouais, ils sont tous et c'est le chef de la guilde. Enfin, si c'est le chef de la guilde, enfin, c'est lui. Enfin, Ouais, c'est ça. je pense qu'il y a l'armurière qui est au-dessus de lui, J'allais dire, ouais, il y a la mais, forgeronne qui doit mais, être je, pas mal, mais ouais. mais, mais je pense que lui est juste derrière elle en fait. Donc voilà, Et pour la ouais, et petite donc anecdote. voilà, deux petits personnages en gros qui gravitent autour de Mando dans la saison 1 et qui prendront de l'importance peu à peu, et notamment dans la saison 2, là, au dernier épisode qu'on a vu. Mais le cœur de la série, c'est Mando et Baby Yoda, et leur relation. À l'opposé de ces gens-là, on passe du côté obscur de la Force. On a un grand méchant qui est introduit. Enfin, côté empire, pas obscur, hein, juste Oui, côté empire. côté Impérial. empire de la Force, on va dire. Donc On il y a a un grand Moff méchant, Gideon. c'est ça. Joué par le grand Giancarlo Esposito de Breaking Bad, Better Call Saul, Far Cry 6, plein de trucs, The Boys et tout ça, qui nous fait donc ce haut dirigeant de l'Empire. On sait pas trop quel poste il a exactement, mais c'est un mof quoi. Pour On moi, connaît pas trop sa hiérarchie par rapport à la mort de pour moi, Palpatine. c'est le chef de tous les restes de l'Empire. Oui, parce que maintenant on parle en reste, hein, l'Empire il Et c'est n'existe ça. plus. Donc ce sont les sortes de résidus impériaux. Donc pour moi, il est le chef en fait de cette organisation qu'il reste de l'Empire. Clairement, c'est le plus haut, c'est la tête en fait de ça. Quoi. Il est à la tête de ça. Sachant que dans le roman Étoile contraire, l'excellent roman Étoile contraire de Claudia Gray, qui se passe en gros pendant toute la trilogie originale et un peu après, on voit que quand l'Empire est détruit, il y a des gens qui se séparent et qui créent un peu leur nouvel empire un peu chelou,
Et il y a les autres, les fidèles de Palpatine, dont Moff Gideon fait clairement partie, qui essayent de remettre l'Empire sur pied. Tout ça marchait jusqu'à ce que Star Wars 9 chie sur l'intégralité et te ressorte Palpatine des méandres du trou du cul d'une planète obscure avec un clone de Snoke raté et tout ça. Mais en gros, Moff Gideon, c'est le... comment il s'appelait l'autre le Moff de l'épisode 4, là, je sais plus. Tarkin. Tarkin, voilà, le Moff Tarkin. C'est un peu Moff Tarkin après la mort de Palpatine. C'est ça, c'est exactement ça, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, le gars dirige l'organisation en l'absence de Palpatine. C'est ça. Et donc c'est ce monsieur, c'est ce gentil monsieur qui a en sa possession le sabre noir de Mandalore. Donc, théoriquement, il règne sur Mandalore, sur ce qu'il en reste. Oui, parce que... oui, il règne sur Mandalore, oui, tout en régnant sur D'ailleurs, je comprends pas que la Nouvelle République n'ait pas lancé un assaut sur Mandalore pour la libérer, j'ai du mal à comprendre, c'est importante. Donc on sait, par contre, que il y a quand même un régent de la planète Mandalore, et je crois qu'à ce qu'il paraît, ça serait Saxon, le régent. Donc on le verra sûrement dans la saison 2. Pour ceux qui ont vu Clone Wars, Saxon c'était une sorte de bras droit de Dark Maul quand il a assiégé la planète Mandalore. Voilà. Exactement. Donc personnage très classe, on aimerait je pense tous revoir, parce que ça ferait un beau fight avec Bo-Katan, je pense. Voilà. Ouais, ça peut être très sympa. Ça peut être très intéressant. D'ailleurs, maintenant que t'en parles, on peut commencer à s'attaquer un peu au personnage de la saison 2. Est-ce qu'on n'a pas oublié un personnage sur la saison je suis en train de réfléchir de personnages importants. On a oublié Quill. Pour moi, qui est un personnage pas super important, mais un personnage attachant. Quill, c'est le petit gnome qui irait partout. C'est vrai. Avec la voix de le Mandalorian que le Mandalorian rencontre sur la planète Arvala 7, je crois. C'est lorsqu'il va pour sauver l'enfant. C'est lors de la première mission, lorsqu'il va sauver l'enfant, qu'il mène un assaut sur la ville qui est assiégée par des contrebandiers, enfin par des criminels. Et donc du coup, Mando va libérer la ville en échange que le Quill lui répare son vaisseau. Voilà. Mais et puis au-delà de ça, Quill représente, c'est le premier rite initiatique de Mando. Et puis c'est un ami, c'est ça, voilà. C'est un valet une sorte d'équipier qui répare un peu tout son matériel, et puis un ami fidèle surtout. Il y avait un petit côté Jarvis, Alfred en fait pour Iron Man ou Batman, tu vois, avec Mando. Ouais, c'est ça. Qui hésitait pas à lui mettre une claque derrière la tête en mode oh Mando, reprends-toi, ça c'est important, ça c'est pas important, voilà. D'ailleurs, en spoilant, sa perte sera un élément fondateur du nouveau credo de Din Djarin au final. Ouais, bah oui, parce que quand Din Djarin le rencontre, c'est vraiment le tout début où Din Djarin est encore un petit peu un mercenaire solitaire. Et lorsqu'il rencontre Quill, il va le reprendre sur plein de choses. Il va le faire changer, notamment même sur sa vraie nature de Mandalorian. Le mec se connaît même le vrai credo des Mandalorians. Il fait oui, tu n'arrives pas à monter ce blurg alors que tes ancêtres ont monté le fameux mythosaure. Donc le mythosaure, c'est le blason même de la tribu. Donc apparemment c'est une sorte de bête ancestrale, une immense bête ancestrale que les Mandalorians montaient en fait, une bête sous-marine. Et donc le gars voilà a ses connaissances en fait, il est sage, Quill il est sage et il apprend des choses à Din Djarin, donc voilà, personnage qui est super intéressant et nécessaire et qui fait avancer l'intrigue en fait tout au long. Ouais, qui fait avancer les relations et tout ça, carrément, je suis entièrement d'accord. Ouais. Donc oui, effectivement, personnage assez important de cette saison 1. On va passer donc maintenant aux personnages qui sont plus dans la saison 2, et concrètement il y en a 3, les deux... il y en a 2 très importants. On va éviter de s'attarder pour pas trop spoiler, mais... Voilà, sachant que le 3ème, on n'est pas encore sûr de le voir dans la saison 2 pour l'instant. Mais sans spoiler, il y a un personnage... Ouais, voilà ce que j'allais dire. Un personnage qu'on a déjà vu du coup, et quel plaisir, et quel hommage, Bo-Katan, qui revient avec l'actrice qui était la doubleuse dans The Clone Wars et dans Rebels. C'est quand même ouf. Ils ont réussi à lui donner un design magnifique. Si tu ne la reconnais pas, si tu ne connais pas le personnage, tout simplement, parce que elle est ultra reconnaissable. Ah, c'est un personnage, j'étais un grand fan déjà dans Clone Wars, ses interventions étaient toujours spectaculaires dans Clone Wars. C'est typiquement le personnage féminin, badass et inspirante. Exactement.
Voilà, Donc j'ai hâte on de l'a vu à voir. J'attends. l'épisode 3, c'est ça, de la saison Ouais. 2. Il y a Clairement, le- ouais, zéro doute, on la revoit plus tard. ouais. C'est obligé, on va la revoir plus tard. Sachant que l'objectif de Bo-Katan est le même que Mando au niveau du méchant. Tous les deux, ils sont contre Moff Gideon, mais ils le savent pas, ce qui est assez marrant. Ouais. Et parce que Bo-Katan veut récupérer ce fameux sabre noir, à mon avis, pour reprendre le règne de Je sais pas Mandalore. si c'est elle. Je pense que c'est elle. Hein. Je pense qu'il veut, elle, régner sur Mandalore parce qu'elle s'estime peut-être voilà, dernière Légitime, ouais, descendante c'est ça. royale. Parce que Bo-Katan, voilà, pour faire sa petite bio, Bo-Katan, c'est. Attends, c'est quoi ce nom? Bo-Katan Kryze. Donc, les Kryze, c'est une famille royale de Mandalore, notamment sa sœur. Qui était une amante de Obi-Wan, qui a longtemps Ouais, été la dirigeante de Mandalore. Et elle a été tuée du coup par Prévisla. Donc par Prévisla, Death toujours de la Watch, ouais. maison des Vizsla, encore une fois, ouais, un Death Watch. Et donc à ce moment-là, Bo-Katan, qui faisait partie des Death Watch, devant la mort de sa sœur, devant la merde qu'ont fait les Death Watch, elle a choisi de créer son propre clan. Et ce propre clan qui ne suit plus les principes et la voie de Mandalore. Donc ils peuvent retirer leur casque quand ils se battent pas, plein de trucs comme ça. Voilà, donc on apprend qu'en fait les Mandalorians, par la présence de Bo-Katan, enfin pour ceux qui ne connaissent pas l'univers étendu de Star Wars autour de Mandalorian, qui découvrent voilà, tous ces personnages-là avec Mandalorian, on découvre qu'il n'y a pas une seule tribu pour les Mandalorians. Qu'il y a des C'est ça, en Mandalorians fait. qui sont plutôt pacifistes, qui voilà, qui vivent comme n'importe qui en fait, qui mettent juste leur armure de combat enfin, leur armure pour le combat, mais qui en dehors de ça la retirent et vivent normalement. Donc des pacifistes et pas des fanatiques. Et on pense que du coup l'évolution de Din Djarin, donc dans la saison 2, va suivre tout simplement cette voie. En fait, Clairement, cette oui, voie ça paraît plutôt évident, parce qu'on est quand même. de L'acteur, c'est retirer quand même son. Pedro Pascal, donc au bout d'un moment, il va avoir envie qu'on le voit à l'écran, et ça serait tout à fait logique scénaristiquement qui passe en gros de l'extrémiste Fanatique. Ouais. Mandalorian à quelque chose de beaucoup plus tranquille, quoi, beaucoup plus posé, qui correspondrait à C'est ses ça. nouvelles valeurs. Ouais, c'est exactement. On voit qu'il est en train d'évoluer le personnage. Donc, vers quoi il pourrait évoluer, bah justement, on te montre cet idéal à atteindre. Cet idéal à atteindre, bah, c'est Bo-Katan, parce qu'on sait que Bo-Katan représente le bien. On sait que qu'elle, voilà, sous son règne, son peuple sera libre et ne sera plus une dictature régie par l'Empire. Donc, elle représente le bien et les nouvelles, on va dire, la nouvelle voie mandalorienne. Voilà. Exactement, exactement. C'est ça. Ensuite, autre personnage qu'on a vu qu'une seule fois, enfin, potentiellement deux fois dans la saison 1, mais dans la saison 2, on a vu qu'une seule fois, et qui est très bien connu de tous les fans, c'est Boba Fett, avec le retour de l'acteur qui jouait Jango Fett dans la prélogie. On peut pas en dire grand chose, parce que si vous connaissez l'univers étendu, vous savez que Boba Fett n'est pas mort dans l'épisode 6, mais Ouais, dans mais si vous l'état avez où on vu, le retrouve, bah, c'est surtout que si vous avez vu l'épisode Le Retour du Jedi, bien sûr, vous vous dites, bah c'est pas possible, il a été avalé par le Sarlacc. Donc, effectivement, mais apparemment, enfin, je n'ai pas lu ces livres hein, dans ces comics, mais les comics, du coup, étendus, qui sont canons à l'œuvre Star Wars, révèlent que en fait, Boba Fett a réussi à se sortir en fait de ce mauvais pas. Et rien d'étonnant pour un chasseur de primes, j'ai envie de dire, de la trempe de Boba Fett. Boba exactement, Fett, parce qu'il est quand même grandement ridiculisé dans l'épisode 6, on va pas se mentir. dans Donc il Star Wars fallait en un général, peu, même dans Star Wars en général, ouais. il est pas vraiment mis en valeur dans Star Wars en général. On sait quoi? On sait que c'est probablement un renégat. Par contre, parmi les Mandalorians, parce que le gars, quand même, il se revendique un peu comme une sorte de Death Watch à la base, et sauf que le gars peut retirer son masque quand il veut, en face de n'importe quel inconnu. Et puis, c'est un chasseur de primes à son compte. Alors que les Mandalorians, non, c'est pas des chasseurs de primes à l'époque, hein, il me semble. Voilà. Donc le mec, il le renie pas, mais si, d'une certaine manière, il renie en fait ses origines et il est, euh, il est en désaccord avec les principes même De sa planète et de son clan. de Hein. sa race, enfin, de son clan, exactement. Donc c'est un renégat, donc il est vu comme un paria en fait aux yeux des autres Mandalorians. Exactement. Donc voilà, Boba Fett qu'on devrait revoir dans la suite de la série et potentiellement un affrontement avec Din Djarin. Ça c'est quasiment sûr. Néanmoins, on ne sait pas s'il sera allié ou ennemi par la suite. Ça on verra. Ouais. Ouais, non, mais clairement. Et puis, non, puis ça pourrait être un super antagoniste pour Mando en fait. Clairement. Parce que
ça pourrait être déjà, c'est quelqu'un de sa race. Déjà, c'est quelqu'un, enfin, sa race, putain, pourquoi je dis sa race? Enfin, j'arrive pas à trouver un terme, Ouais, mais c'est quelqu'un de son. de son credo, on va dire. Ouais, mais il y a pas de terme, parce que comme je disais, les Mandalorians ne sont pas une race. Les Mandalorians, c'est un credo, il le dit lui-même. Donc ça regroupe n'importe quelle race, en fait. Tu peux avoir n'importe quelle race dans les Mandalorians. Mais voilà, C'est ça ça. serait intéressant d'avoir cet affrontement contre Boba Fett, parce que Boba Fett, on sait très bien que c'est pas un clown. Si Oui, son, si oui. son Jango Fett a été choisi pour être pour être cloné et créer les soldats clones, ce n'est pas pour rien. C'est parce que le comte Dooku connaît bien Jango Fett et connaît ses exploits en fait. Déjà c'est expliqué. Donc là moi je vais pas vous faire un résumé, je pense qu'il y a des youtubeurs qui l'ont fait mieux que moi, Ouais, notamment la dernière vidéo de, c'est pas Sideball, c'est Absolute. Donc absolu, allez je voir la crois, ouais. dernière vidéo de Absolute qui explique très bien les origines de Jango Fett. Pourquoi il est si fort et pourquoi justement il ferait pour nous un bon antagoniste en fait pour Mando. Clairement, clairement, clairement. Troisième personnage du coup de cette saison 2, mais effectivement, aussi bien toi que moi, on n'est pas sûr de l'avoir tout de suite. Il y a des rumeurs qui parlent de l'épisode 5, mais à mon avis, ce sera plutôt l'épisode 8 en mode cliffhanger ultime. C'est Ahsoka Tano, la padawan de Anakin, jouée par Rosario Dawson. On a tous Ouais. très très hâte de voir ce personnage en live action. On a tous, même si c'était de l'animation, je veux revoir ce personnage. Il est vraiment extrêmement Ouais, attachant au fur et à mesure de mon Clone Wars. seul, ouais, de ouf, bah carrément. Ahsoka Tano, voilà, si on a vu toutes les saisons de Clone Wars, effectivement, on s'est vraiment attaché au personnage et puis on sait que ce qui est marrant avec Ahsoka, c'est que elle est entre Anakin et Obi-Wan. C'est-à-dire Clairement. que elle est pas aussi téméraire qu'Anakin, mais elle est pas non plus aussi sage qu'Obi-Wan. Voilà, c'est vraiment le point entre les deux. Et voilà ma seule interrogation, est-ce que parce que je sais que Rosario Dawson fait 1m70 et que Ouais. Ahsoka Tano à l'âge adulte fait 1m88. Donc point d'interrogation, est-ce qu'ils vont respecter cette taille du personnage, parce qu'on sait très bien qu'Ahsoka Tano elle a pas 15 ans. Elle est dans le scénario de Clone 2. Ah Mandalorian, elle bah, a dans The Mandalorian, obligatoirement ouais, elle aura pas 15 ans, ouais, putain. elle a obligatoirement 30-40 ans quoi, minimum. Donc voilà, est-ce que ça va être respecté? On verra bien. En tout cas, moi j'ai nul doute sur le fait que Rosario Dawson a les traits physiques pour jouer le personnage Clairement, de oui. Ahsoka. Clair. Ça, j'ai nul doute On là-dessus. Je pouvait pense pas que ça rêver de sera meilleure actrice pour l'incarner je physiquement. pense que ça sera une excellente Ahsoka. Même, je pense que ça sera une excellente Ahsoka dans la manière d'être, dans la manière d'agir. Et puis voilà, c'est un personnage qu'on. Puis voilà, ça va être la première fois dans Mandalorian qu'on revoit un Jedi. Et ça, c'est Exactement. vraiment important pour nous. Ça fait tellement Et longtemps puis, qu'on on attend revoit pas un Jedi des sorti du fin Jedi. fond d'une planète. On revoit Ahsoka Tano, qui est directement lié à Voilà. Anakin et Obi-Wan. Ouais, exactement. Donc, quoi de mieux pour un fan? Voilà, c'est ce qu'on Clairement, ouais, dit. c'est ça. Mandalorian arrive mieux à respecter les bases, à mieux nous mettre en scène cet univers Star Wars que nous l'a fait, encore une fois, la post-logie. On va pas revenir Ah là-dessus, bah, hein, mais oui, c'est vrai mille que années lumière. la post-logie, c'est tellement ridicule que voilà, c'en est gaguesque en fait, ce qui est de leur mise en scène et les personnages qui reviennent. Bref, voilà, en tout cas, Mandalorian, c'est du sérieux, c'est du concret et ça suit très très bien la légende, la continuité Star Wars et l'histoire de Star Ouais, Wars. bah, d'ailleurs, ça fait une bonne transition pour parler un peu plus de la série en tant que série et pas du scénario. Mais par rapport au format de la série et des épisodes, le format de la série déjà est assez intéressant, je trouve. Ce côté, on fait des Ouais. épisodes qui sont des chapitres et chaque En fait, chapitre est un peu indépendant des autres, mais il y a un grand fil ça, rouge qui je veux fait que tu dire, dois les suivre. on fait des chapitres clôturés. En fait, on fait C'est des ça, épisodes clôturés. Et bon, des fois, il y a des épisodes, on a l'impression que c'est annexe, enfin, c'est OSEF sur 20, mais en fait, ça t'apprend quelques trucs sur l'intrigue. Mais exactement. voilà, comme dans toute série, t'as toujours des épisodes où tu te dis, putain, vas-y, ça sert à quoi? Et je Moi, je me trouve qu'il suis y a dit la même vraiment chose. un côté Clone Wars en live action. Il y a ce côté, un Ouais, épisode, une intrigue, une grande intrigue de fond. Et voilà, c'est assez kiffant, honnêtement. C'est vraiment. Je sais moi, qu'il y a beaucoup de critiques par rapport à ce format-là. Moi, j'aime bien. Parce que c'est léger, ça se prend au sérieux, mais pas trop. Parce qu'en même temps, t'as des intrigues qui sont presque cartoonesques. Avec cette histoire de grenouilles et de bébés à féconder là, sur une Ah, planète. C'est ouais. cartoonesque. Bah, justement, Mais ça pour moi, marche. l'épisode sur 20, c'était pas totalement celui-là. Pour moi, c'était plus celui avec les araignées, les prisonniers sur la planète de glace et tout là. Ouais, le 3, du coup, ouais, carrément, J'allais ouais. te dire, J'allais te dire, en fait, t'as deux trois trucs sympas. Par exemple, l'arrivée des rebelles. On sait, quand il est pourchassé par les rebelles, et à la fin, les rebelles, ils disent Et du coup, la ouais, Nouvelle bon, République, pas les rebelles, on la va te Nouvelle laisser. République. Ouais, pardon, la Nouvelle République. Ouais.
Et il lui dit bon, on va te laisser partir parce que en cette période, bah, la République est troublée, on sait plus qui sont vraiment nos ennemis, etc. Donc les mecs c'était juste une façon de dire ouais, on a la grosse flemme. De toute façon, je vois Oui, pas comment on clairement, pourrait oui. t'arrêter, tu défonceras en 2 secondes, donc vas-y, pars-toi. Mais voilà. Donc en gros, il y a ça. Mais il y a 2-3 trucs sympas, quoi. Cette allusion rebelle, voilà, c'est surtout des éléments de réalisation. Voilà, les références par rapport à ces araignées, des trucs, Clairement, ce genre de détails. des araignées du coup C'est- qu'on a c'est- vu dans Rebels, il me semble, ou Clone Wars, je sais plus. Ouais, Euh, ouais, même dans d'autres films en fait. Enfin, c'était surtout des, et en plus, ça des fait références référence là-dessus. à Harry Potter, au Seigneur des Anneaux, à Alien, parce Ouais, que et puis si t'as ça des fait pas de références à référence Alien, à j'allais Alien. dire. T'as des références à Alien. Donc voilà, c'est plus un truc de réalisation. Mais en tant que Star Wars lui-même, tu t'en fous de cet épisode. Oui, Enfin, exactement, moi, bien je suis sûr que oui. conscient. En tant que Moi, je me scénario, suis on un s'en peu fait fout. chier. Je disais, ouais. Par contre, voilà quoi, je voulais vraiment revenir sur de l'intrigue. En fait, et pas visiter une C'est planète de ça. date avec des araignées géantes, D'ailleurs, quoi. à mon sens, Ouais. c'est le seul vrai reproche qu'on peut faire à The Mandalorian, c'est ce côté, parfois ça avance pas assez vite. Et, Oui, et c'est vrai, et c'est fait exprès parce que c'est fait pour durer, c'est une série, voilà, on va pas tout donner tout de suite. Mais parfois c'est frustrant, voilà, y a pas de doute. Au mais niveau le des côté formats qu'on des kiffe, épisodes, on est sur rendu le, 30-50 minutes, et du coup parfois 30 minutes c'est très court. C'est très très court, 30 minutes parfois. ouais, le côté qu'on adore, par contre, en revanche, que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est le côté western space opera. Ah ça, Vraiment, ce personnage solitaire qui s'aventure souvent d'ailleurs. Le côté western est omniprésent parce que tu t'aventures dans des planètes comme Tatooine qui sont des planètes de sable, qui font avec des bars qui ressemblent à des saloons. Voilà, enfin c'est ah le non, premier. Des fois il y a des duels, c'est le très premier qui kiffant. dégaine. Ouais, vraiment, ouais, c'est très Donc très voilà, ça fait kiffant. vachement cowboy, ça fait vachement cowboy. Mais il y a des trucs comme ça, c'est voilà, ça fait un peu cowboy western futuriste. Mais voilà, on kiffe, on adore. Le personnage c'est un solitaire, c'est typique cliché du cowboy qui est sans foi ni loi en fait, donc qui n'a pas de réels amis, donc c'est intéressant, même si ça évolue par la suite. Voilà, on a ce côté-là qui est très très intéressant, le fait de redécouvrir des planètes qu'on a déjà vues dans la mythologie Star Wars, ou au contraire découvrir de nouvelles planètes Clairement. avec de nouveaux monstres, de nouvelles créatures. Donc moi je pense au Modorn sur la planète Arvalacet, je pense au Dragon de Krayt, on l'avait déjà vu dans la mythologie Star Wars, mais en tout cas c'est Ouais, toujours mais le voir intéressant en de live voir. action, c'était quand même génial, Ouais. hein. Donc voilà, c'est ces petits trucs là qui nous font aimer Mandalorian, parce que Star Wars c'est pas seulement des fois une lutte, on oublie trop, mais Star Wars c'est pas seulement une lutte entre. Bon, c'est vrai que ça constitue un petit peu l'intrigue principale, mais c'est pas seulement voilà le bien contre le mal, il y a aussi tous ces aspects, toutes ces races, C'est ça. Tout toutes cet ces univers planètes qui existe autour, dans qui sa vit autour en globalité. fait. Voilà, dans sa globalité. Et c'est intéressant du coup de nous mettre en avant. Voilà. Clairement. Un truc que j'aime beaucoup moi dans cette série, c'est le côté un peu RPG à la The Witcher ou comme ça, où ça marche un peu sous forme de quête. C'est genre, tu veux faire ça? Ah bah d'accord, mais pour que je t'aide, il va falloir que toi tu m'aides à faire ça. Et ça fait très jeu vidéo, Ouais. La RPG. différence, c'est que Ninja qui se tape personne. Et il fait Voilà, pas de. c'est la grosse différence. Y a pas de romance à choisir comme Ouais. ça. Et ça tourne pas en rond comme Assassin's Creed. Voilà, le tac les casses est passé. Un truc Non, mais que je voilà, pense qu'on est enfin, tous d'accord au niveau de la réalisation, c'est qu'il y a une personne qui sort du lot, c'est Bryce Dallas Howard, parce que pour l'instant, ces épisodes, c'est les plus beaux et les mieux réalisés de toutes ce les qui est saisons. intéressant, c'est qu'il a fait beaucoup de références à la réalisation de son père. Donc, son père qui est Carrément. Renault. Et dans ces mises en scène, il y a beaucoup de références justement, d'éléments qui sont clairement plus qu'un gros clin d'œil à ce qu'a fait son père. Donc l'atterrissage, il me semble, dans un épisode, t'as l'atterrissage de Mando avec son Ouais, vaisseau, ouais. qui est Elle fait clairement une aussi des référence. références à ses propres films. Il y a beaucoup de références à Jurassic Park et Jurassic World quand c'est elle qui réalise. Ne serait-ce que le monstre avec la cale dans la saison 2, là, qui est clairement une référence au mosasaure de Jurassic World, il y a zéro doute. C'est trop appuyé pour pas que ça en soit une. Ou encore le TSTT de la saison 1, quand c'est elle qui réalise. Si ça, c'est pas un T-Rex, je sais pas ce que c'est, honnêtement. Vraiment. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Et puis en plus, ça fait vachement le lien, comme on disait, avec la trilogie, la vieille trilogie, avec les marcheurs, parce qu'on en a vu des marcheurs dans la vieille trilogie, donc Ouais, c'est purement du Star Wars en fait. Et voilà, c'est kiffant, enfin, c'est brillant. Et c'est. Ouais. franchement, cette mise en scène, cette réalisation de Mandalorian, là, je suis bluffé. Même la saison 1, je veux dire, je vois ces vaisseaux qui décollent,
les batailles spatiales entre vaisseaux, les tirs de blaster, tout ça. Je suis bluffé par cette réalisation, ce réalisme, c'est incroyable. La CW, ils arrivent même pas à faire une bagarre entre deux personnes, et eux, ils arrivent à te faire des mises en scène avec des tirs de blaster, des vaisseaux qui se tirent dessus, c'est incroyable. Enfin, comment on peut faire ça sur une série live clairement, action? Ça, clairement. c'est pas le C'est budget, c'est pas le budget d'un film Star Wars. Enfin, il y a un c'est budget, ça. Alors, d'accord, hein. ok, il y a un budget, hein, mais malgré tout, ça a bien moins de budget que Star Wars 7, 8 et 9, indépendamment, et c'est bien plus beau que Star Wars 7, 8 et 9. Enfin, Star Wars 8 Ouais. est très beau visuellement, c'est irréprochable, mais ça, enfin, pour Non, moi, The mais la mise Mandalorian en est scène bien plus beau. tu as Bien sûr. des plans de caméra, comme je te disais, les plans des vaisseaux qui se confrontent. Notamment, ouais, voilà, il y a Din Djarin, à un moment, il se confronte à un chasseur qui le poursuit dans l'espace. Et là, il fait une espèce de vrille arrière, un looping pour arriver derrière lui. Ah ouais, non Il mais c'est trop rentre stylé, dedans, c'est il lui trop tire stylé. dessus. Voilà, t'as plein de choses de ça. Ou encore dans la saison 2, pour ceux qui ont vu le dernier épisode de la saison 2, donc l'épisode 4 là, où Din Djarin se confronte à des chasseurs d'ailleurs, des chasseurs TIE, Ouais. des chasseurs TIE de l'Empire, et il fait encore des vrilles dans le ciel pour les exploser. Mais c'est incroyable cette mise en scène, c'est juste, Non, c'est clair, je suis c'est très très bluffé. beau. C'est très 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 beau. Et même pour avoir quelque chose d'encore plus concret, cette mise en scène, là où elle m'a le plus bluffé, je dirais, c'est dans l'épisode 6 de la saison 1. Donc avec le Din Djarin qui se confronte à d'autres, à une équipe, enfin une escouade de chasseurs de primes. Donc à la base ils sont, on va dire, envoyés sur une prison impériale Ah oui, pour oui, non, oui. prison rebelle pas impériale, une prison rebelle, enfin une prison républicaine, enfin nouvelle république si tu préfères, Oui, avec, pour aller ouais, bien sauver, sûr. voilà, un membre de l'escouade, donc le frère de la Twi'lek. Et moi, juste la réalisation de cet épisode, c'est pareil, c'est bluffant. À un moment, tu as Din Djarin dans un couloir, on va dire avec des effets de lumière qui clignotent en fait dans le couloir, Ouais, et tu as ouais. Din Djarin qui arrive vers le personnage par derrière et qui fait les quatre coins de la pièce, enfin qui en marchant, tu le vois disparaître et réapparaître en marchant, quoi, avec les effets de lumière. Ouais, c'était incroyablement. Enfin, Ouais, c'était magnifique, ça faisait très Batman et tout. C'était, moi, j'ai kiffé, vraiment. Ah, ouais, non, mais les c'était la effets, corde sensible, hein. ouais, et puis même les chorégraphies de combat qui sont sublimes, quoi. Les Ouais, chorégraphies de vraiment, ouais. Din Djarin, enfin c'est, ouais, là il a cet aspect un peu lourdeau. Attention, le mec il va pas te faire des coups de pied retournés avec une armure qui pèse je Non, sais bien pas sûr que combien non, de bien sûr que non. kilos, enfin parce qu'il y a, mais voilà, il a ce côté combat, close combat, un peu comme dans du Batman, quoi, en fait, un peu. Et puis bien sûr il se bat aussi à l'aide de son blaster, ce qui l'aide aussi. Mais voilà, on a ces chorégraphies de combat qui sont juste très crédibles, très réalistes et qui sont sublimes, quoi. Ah oui, oui, c'est vraiment excellent. Bah d'ailleurs, on peut faire une petite conclusion sur ça, sur un peu tout. C'est que vraiment, The Mandalorian, au-delà du scénario qui s'avère être bien plus intéressant que ce qu'on pouvait imaginer au tout début de la saison 1, c'est un respect et un amour profond pour le lore Star Wars, pour les règles de Star Wars. C'est des gens Mm. passionnés derrière, c'est John Ouais, c'est Favreau, ça. c'est Dave Filoni, c'est Bryce Dallas Howard, enfin c'est des gens passionnés, ça se voit, ça se sent Des que gens c'est patient. passionnés, audacieux aussi, par Audacieux, rapport clairement, ouais. à cette mise en scène, comme je dis précédemment, ces jeux de lumière, ces échanges de blasters, ces échanges, ces combats de vaisseaux, enfin, c'est audacieux. Pour une série live action, c'est vraiment audacieux, je trouve. Je suis entièrement d'accord. C'est une série qui prend son temps, qui, ok, il y a des défauts et parfois tu peux ne pas aimer le format comme ça, mais c'est une vraie série. Il y a un vrai scénario, ça fait les choses bien. Il y a du féminisme comme il en faut et c'est pas du féminisme marketing comme l'a fait la postlogie. Non. Enfin, je veux dire, Cara Dune est une femme incroyablement plus forte et libre que les Rey dans la postlogie, par Ouais, exemple. Voilà. ouais. Non, c'est voilà, on exploite super bien le lore Star Wars et on le Ouais, respecte. c'est On fait vraiment pas, c'est très on fait agréable. pas revenir des personnages comme Palpatine qui, au-delà du fait qu'il n'est pas censé être vivant, la vraie raison de pourquoi c'est un scandale de faire revenir Palpatine, c'est tout simplement qu'elle nique la prophétie, D'Anakin. on va dire, qui a régi tout Star Wars, en fait, Ça, la prophétie de l'élu, de la l'équilibre et prophétie, tout, ouais. voilà, de l'équilibre dans la force, à savoir que normalement Anakin c'est vraiment l'élu, et on te le fait savoir avec la trilogie, ouais, vous avez tous vu Star Wars, où il tue Palpatine, mais en tuant Palpatine il se tue aussi lui. Donc C'est voilà, ça. donc il met fin au site Star Wars.
et il rétablit l'équipe dans la force. Et qu'est-ce que tu fais dans le 9? Tu fais revenir Palpatine. Non, c'est pas normal. Parce que dans ce cas-là, en fait, ça veut dire que Anakin n'est pas l'élu. Et que c'est la putain de Rey qui est l'élu. Et non, je suis désolé, c'est pas Rey l'élu. Rey peut pas être l'élu, c'est la fille de Palpatine. Enfin, c'est la petite fille de Palpatine. Et elle devrait même pas exister, en fait. Ouais, après, voilà, cette postlogie-là ne devrait pas exister. Et d'ailleurs, Oui, ça mais fera sûrement l'objet d'un prochain diagnostic. C'est tu chies la sur vraie des- postlogie qui aurait dû exister. tu chies sur des concepts. Oui, d'ailleurs, on fera une vidéo là-dessus. Tu chies sur des concepts, des règles établies, un scénario qui a été construit il y a 30 ans, un mythe, un scénario qui est peut-être l'un des plus respectés de tous les temps, une histoire qui est l'une des plus aimées de tous les temps. Et tu chies là-dessus, tu oses Ouais, chier là-dessus. c'est au-delà de ça. C'est Genre, Star Wars a pris une dimension littéralement religieuse. Aujourd'hui, il y a ouais, des gens qui vivent Star Wars comme on vit la Bible, le Coran, ce que tu veux. Star Wars, et t'as c'est pas le droit. mythique. Et t'as pas le droit du coup de ce retour de Palpatine, t'as pas le droit, c'est vraiment le truc que t'as pas le droit de faire en fait. Clairement. C'est, Clairement. ça veut dire que Anakin il a échoué dans sa mission, que ce n'est pas l'élu comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais non, c'est pas possible parce que ça a été prouvé par A plus B que c'est lui l'élu. Donc non, Ah non, mais oui, désolé. Et d'ailleurs, je On suis très acceptera heureux de ça. ce retour de Dave Filoni sur Mandalorian parce que c'est un mec qui il pue Star Wars. Le mec connaît tellement l'univers étendu. Il a créé The Clone Wars et il a créé Rebels. C'est là, voilà, C'est ça, on voit en la fait, voilà. différence. On voit la différence Voilà entre pour des ça. gens qui sont fans et des gens passionnés qui connaissent le sujet. Voilà, c'est la grosse différence. Non, et puis voilà, il faut continuer de suivre Mandalorian dans la suite parce que même si on a eu pas mal d'éléments déjà en lien avec le lore Star Wars, là dans la saison 2, ça va être une vraie mine d'or sur le lore Star Wars. Donc Ouais. avec le retour de Boba Fett, comme on a dit, Bo-Katan, les Death Watch, puis attends, j'ai dit quoi? Puis Ahsoka Tano, et puis la route que va prendre la série avec l'épisode 4. Parce que maintenant on sait pourquoi l'Empire veut à Oula, tout oui. prix mettre la main sur Baby Yoda. Oula oui. Donc, pour On- ceux on a qui... bien Parce compris. que c'est vrai que dans depuis le début de la saison 1 de The Mandalorian, on sait que l'Empire veut mettre la main sur Baby Yoda parce qu'il maîtrise la force. Mais on ne sait pas réellement dans quel but, du coup. Ouais. On ne sait pas pourquoi ils veulent exploiter ce pouvoir de force. Peut-être pour le transmettre à certains individus, j'en sais rien. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas envie de spoiler, vous pouvez mettre pause Ouais. ici. À ce moment-là, ouais, mettez Mais, pause, revenez dans quelques minutes ou alors arrêtez la vidéo. Mais voilà, on on a arrive déjà sur le balancé spoil. pas là. mal de spoil. De toute façon, on a déjà balancé pas mal de spoil sur la saison 2. Mais en tout cas, oui, on sait pourquoi. Donc, on arrive dans une ancienne base impériale sur la planète Nevarro. Donc, en compagnie de Din Djarin. Enfin, nous, on n'y était pas. Enfin, je veux dire, en tant que spectateur, on arrive. Ah, moi j'ai raté le train, Et c'était donc, un peu trop loin, Cara bon Dune. tant pis. Cara Dune. Et du coup, on voit dans une espèce de laboratoire. D'ailleurs, je me demande si c'est pas le scientifique de la saison 1 qui parle sur Si, le si, c'est hologramme. lui, c'est le scientifique de la saison 1. Ouais, voilà. Et donc qui est un Kaminoan, enfin qui vient de la planète Kamino. Voilà, qui a donc la planète Kamino qui sont réputés pour être des cloneurs Ouais, galactiques. Et on voit des cuves avec des créatures abominables, genre des ratés en fait. Et on Ouais, se dit putain, donc quand t'es là tu te dis est-ce que ça serait pas Snoke? Est-ce que ce serait pas des clones de Snoke ou des clones de Palpatine? J'en sais rien, mais Ouais, on sait c'est que ça. Snoke est un clone raté de Palpatine. Il me semble. Hein. Oui, c'est ça, Ça c'est va pas Snoke qui est un clone plus ou raté moins. de Palpatine. Ouais. Donc, on se dit, est-ce que c'est pas les premières expériences faisant le lien avec la postlogie? En fait, est-ce que là, ça serait pas l'occasion? Enfin, Jon Favreau n'a pas saisi l'occasion de rattraper faire un peu lien les conneries. direct. Ouais. Donc, et c'est intéressant. Je trouve ça vraiment super intéressant parce que là, on sait vraiment vers quoi, enfin, pourquoi l'Empire recherche cet enfant. Donc, En gros, il lui apparemment, prélève du sang parce qu'il y a beaucoup de midi-chloriens. Parce que putain, faut arrêter de chier Ouais. sur les midi-chloriens, c'est la base de Star Wars. C'est pas parce Ouais, que vous avez pas oui. aimé la prélogie que c'est pas dedans, c'est dedans, voilà. Et pour transmettre ce don de force, de Ouais, savoir parce la qu'on contrôler sait que, à d'autres personnes. Parce que voilà, oui, exactement, parce qu'on sait que plus un individu a de midi-chloriens, plus il est sensible à la force, comme Anakin a le plus de midi-chloriens. D'ailleurs, dans la prélogie, c'est dit, hein, il en a plus que Yoda lui-même. Oui, parce qu'il a été Euh, littéralement et- créé par eux au final. Donc, Ouais, et puis Baby Yoda, on sait très bien que c'est un utilisateur de la force qui doit posséder un haut taux de midi-chloriens, parce qu'il doit avoir quel... il a 50 ans, mais en ouais, gros, voilà, ça doit mais être en gros, c'est l'équivalent d'un équivalent. nourrisson de 6 mois qui Ouais. utilise la force pour lever un rhinocéros de 33 Ouais. tonnes. Enfin, Ouais, donc voilà, le gars est plus que sensible à la force, donc finalement, ça constitue un véritable, une véritable mine d'or en fait pour l'Empire, ce c'est boss. ça. Donc ils veulent sûrement prélever son sang
pour le transférer à des individus, donc à des créatures qu'ils ont créées en laboratoire. Exactement. C'est Et pas d'ailleurs, besoin on voit ces pas sur armures à la Westworld. fin avec Moff Gideon. Ouais, c'est Je Dark trouve que Trooper. les casques ressemblent beaucoup à Dark C'est Vador, Death un peu en Trooper. design. Ouais, Et, si, ouais, et ouais, ça, et c'est les, je crois, Death Trooper, Dark Trooper, je sais plus. Mais en je gros, sais plus, ouais. c'est Il y a des une troupes sorte de l'Empire capables d'utiliser la Force. Ça va être ouf, ça va être génial ce qui Voilà. va se passer. Donc en gros, ils veulent créer des créatures à laquelle ils vont transmettre la force, qui vont être dans ces armures de Dark Trooper, en gros. C'est ça, Donc c'est un un peu le bataillon de mythe soldats, du super soldat en fait, c'est vraiment ça. ils veulent faire ça va un être- bataillon de soldats manipulant la force. Et ça va être dingue. Alors ça. D'où le Et retour d'Ahsoka Tano potentiel quand même. en allant plus loin, attention, là je pars totalement dans un truc de théorie. Est-ce que ça serait pas ce connard de Gideon qui cherche à se faire un corps clone et pour y transférer sa conscience et afin d'utiliser la force? Parce qu'on sait quand les tactiles des choses, bah, le mec ne sait pas manipuler la force, il a un sabre C'est laser ça, noir. ok, ouais, c'est vrai, peut-être. Mais le mec ne manipule pas du tout la force. Donc est-ce que ça serait pas son ambition? Et puis, il est pas tout jeune en Ouais. plus, donc il va falloir qu'il se Ouais, puis renouvelle. même maintenant, sans mettre de côté l'âge, est-ce que justement le mec ne voudrait pas manipuler la force pour prendre la place tout simplement de Palpatine, en fait? C'est clairement. Ouais, possible. Est-ce qu'il veut possible. pas, voilà, ne plus avoir besoin en fait de Palpatine, clairement, et puis sert véritable atout, utiliser la force tout simplement dans l'univers Star Wars. Enfin, c'est le pouvoir ultime. Donc est-ce que le gars ne veut pas se faire un corps de clone et se mettre dedans, tout simplement? Parce qu'on aura une belle surprise comme ça à la fin, où le mec sera lui-même dans son bataillon de Dark Trooper en fait et manipulera la force. Donc c'est fort possible. Ouais, ça fort donne possible. très envie de voir la Parce suite. que, ouais, parce que le gars est quand même devant un Dark Trooper, enfin une armure Devant de toute Dark une Trooper, rangée, en hein, train de se carrément. toucher. Ah, je rigole. Non, elle est pas en train de se toucher, mais. Non mais. Devant toute Non, mais une voilà, rangée enfin, ouais, le gars, Dark Trooper, on ouais, voit c'est qu'il c'est est- dingue. Il est vraiment admiré par le truc, donc ça se trouve, je me trompe totalement. Hein. Le mec veut juste être à la tête de ce bataillon-là, sans avoir transféré son âme, enfin son esprit dans un corps. Mais, ou alors, pour moi, c'est pas impossible que le gars ambitionne à plus. Parce que, voilà, ça reste un membre de l'Empire. Et les gars Ah ont oui, des oui, ambitions clairement. qui peuvent parfois les étouffer. Voilà. C'est. Et du coup, Bah, j'ai c'est très pas hâte de impossible. voir, on va dire, les bébés de Mandalorian. Parce que Mandalorian est un peu la série live action test pour Disney+. Les bébés de Baby Yoda, je fais attends. Ouais, non, je m'en bats les couilles. Attends un peu, il a toujours le nourrisson. Non, Ouais, j'ai très hâte de voir ce qui va découler de The Mandalorian, sachant que la série Kenobi est officielle et est prévue pour l'année prochaine ou l'année d'après, je sais plus. Avec Evan McGregor dans le retour du rôle de Obi-Wan. Il y aura potentiellement une série Ahsoka Tano si le personnage plaît au public dans la saison 2. Il y aura plein de séries live action qui sont prévues au final et on a très hâte de voir ça en fait. Ça peut inaugurer du très bon pour Star Wars et ça peut redonner espoir en ce qu'est Star Wars parce que, comme je l'ai Oui, dit en parce que introduction, on a perdu espoir à cause de la postlogie. C'était tellement nul à chier que. D'ailleurs, oui, on en est à. Là, puisqu'on en est là, j'aimerais d'ailleurs faire une autre parenthèse. Parce que dans Star Wars Mandalorian, donc vous voyez que déjà, le personnage du Mandalorian n'a pas été choisi au hasard. On va dire. Déjà, on nous tease en plus dans la saison Ouais. de Mandalorian. Oui, il y a eu un affrontement légendaire entre des sorciers et les Mandalores à l'époque. Il y a plein de petits trucs qui sont teasés comme ça. Donc je me dis, c'est quand même bizarre de choisir de réintégrer la mythologie Star Wars avec un personnage comme le Mandalorian hein, qui est populaire, etc. Dans le lore Star Wars, dans la culture Star Wars, mais qui n'est pas non plus très connu du grand public. En fait, c'est ça le truc. Et en fait, c'est tout simplement parce que les créateurs de Star Wars, enfin Lucasfilm, veut refaire, bah, c'est ce qui se dit les bruits de couloir, ce que disent les bruits de couloir, veut refaire du coup une trilogie sur la lutte entre les Jedi et les Mandalorians. Ouais, sur la fameuse Haute République, parce que c'est le nouveau nom du coup, Voilà. qu'ils ont officiellement lancé avec des romans aux États-Unis l'année dernière. Donc tout ça c'est officiel. Donc je crois que ça passe 200-300 ans avant la menace fantôme. C'est ça. Ce qui permettrait d'avoir un maître Yoda jeune, voilà, d'où l'introduction de Baby Yoda. Je crois. Ouais, tout voilà, exactement. En fait, on commence à se dire, waouh, ça serait pas, voilà, c'est pas au hasard, ils ont pas introduit ces personnages-là de Mando, de sa culture, de Mandalore, du Baby Yoda. Voilà, c'est pas forcément introduit au hasard. Je pense que c'est dans le but de nous apprendre
de nous préparer en fait à l'éventualité de cette future trilogie. Donc Clairement. Parce que on attend le clairement, plus de choses possible. tout ce qui est relié à la postlogie 7-8-9 a été abandonné. La trilogie de Ryan Johnson abandonnée. Ouais. Les suites potentielles abandonnées. Il y aura rien ne sera tiré de cette postlogie, à part l'univers étendu déjà sorti en comics, parce qu'au bout d'un moment les histoires sont commencées, il faut bien les finir. Mais on voit que Star Wars se tourne totalement vers le passé et abandonne cette merde immonde qu'ils nous ont fait en 3 films pour quelque chose de Tout plus cohérent et voilà, de plus tout respectueux. simplement, il y a beaucoup plus de choses à exploiter dans le passé de Star Wars plutôt que dans le futur, Ah, bien sûr en que oui. vérité. Et même en allant plus loin, tu pourrais faire de super films sur la naissance des Sith, sur la naissance de leur credo, Clairement. et sur des personnages comme Dark Bane, comme Dark Belgus. Voilà, il y a des super films à Ouais, faire. c'est ça, clairement, oui. Référence à Old Republic, mais voilà, il y a des personnages super intéressants comme ça qui pourraient avoir leur propre film. Ce serait C'est ça. super bien. Et ben voilà, en tout cas, on espère que cette longue émission, ce long diagnostic vous aura plu. Si c'est le cas, Pour le n'hésitez retour, surtout pas. Il fallait faire quelque chose pour le retour. C'est ça, c'était C'est un moment qu'on a le retour de ouais. l'émission, enfin le début de l'émission, mais le retour sur la chaîne. Voilà, si le format vous a plu et que tout ça vous avez apprécié, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire, à vous abonner, à liker et à partager pour nous aider à avoir une meilleure audience au final, parce que au bout d'un moment c'est très sympa de parler entre nous, mais on espère quand même pouvoir parler entre nous pour vous, c'est qu'il pourra débattre avec vous dans les commentaires. Bah, un Et, jour, ouais, si un jour, pareil, la chaîne est assez développée, ça serait plus sympa de répondre à vos questions et voilà. En fait, clairement, directement c'est ça. avoir un échange, d'avoir un véritable échange établi, ça serait plus intéressant. Et puis, le but pour ce ultime qui est restant de faire ces émissions en live, mais pour l'instant on n'a pas les connexions qui vont avec, donc c'est le seul Ouais, frein en aussi, fait. un jour, peut-être si le gouvernement veut bien nous donner une connexion Installer les internet. fibres, ouais, c'est ça. Quand les fibres seront installées, le live commencera, il y aura une chaîne Twitch et tout ça. Elle est déjà pré-construite, on va dire, mais pour l'instant, notre contrainte est technique. Ouais. Si vous avez des choses à dire sur The Mandalorian, dites-le en commentaire, on lit tous les commentaires de toute façon. Et on espère vous Ouais. revoir pour un nouveau diagnostic plus tard, parce que du coup, c'est des vidéos un peu plus longues à préparer, donc ça sera pas toutes les semaines. Ça sera moins long que celle-là quand même. Ça sera moins long. Les prochaines vidéos seront moins longues. Et pour faire un petit teasing des prochaines vidéos, donc on aura sûrement la vidéo sur la postlogie qui arrivera. Enfin, on expliquera pourquoi. On expliquera pourquoi c'est bon à jeter à la poubelle sur plein d'aspects. Voilà, on n'est pas des, comme vous savez maintenant, on n'est pas des grands amoureux du travail de Ryan Johnson et de J.J. Abrams, c'est une autre trilogie. Une vidéo qui n'a rien à voir avec Star Wars, mais qui pourrait clôturer, on va dire, on attend le mois prochain, qui pourrait être une vidéo là qui s'adressera aux fans de manga, aux fans de Dragon Ball. Donc sur l'arc Moro. Voilà. Une interrogation sur l'arc Moro et sur Dragon Ball en général. Voilà, c'est le petit teasing de fin de vidéo. C'est ça, et ça clôturera un peu notre arc scénaristique autour de Dragon Ball Super, parce que voilà, il y a très peu de chances qu'on en reparle plus tard, ou alors occasionnellement, mais il n'y aura plus de review sur ce mierda, comme on dit. Et bah écoutez, on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sur ce, prenez soin de vous, et ciao. Salut.